bonjour plutôt. Nous allons donc passer au deuxième moment de cette matinée avec une vaste question et une question un peu provocatrice. Le véhicule électrique est-il si vertueux? Alors c'est le moment donc de soulever le capot. Comme on vous le promettait tout à l'heure, le capot du véhicule électrique pour voir ce qu'il a dans le ventre. Ils ne seront pas trop de 4 pour le faire. Je suis donc entourée ici par François Piot, le président de l'Arval Mobility Observatory, Bertrand de la Villéon, j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Bon, Bertrand de la Villéon, associé chez Eurogroup, qui est en charge de l'activité automobile, Hanno Klausmayer, président à ma gauche, président de SAP Labs France, qui a une longueur d'avance dans la flotte électrique et qui va nous expliquer, comme je vous le disais tout à l'heure, ses petits secrets et nous faire partager son expérience. Et bien sûr, notre tour de table n'aurait pas été complet sans un constructeur, puisqu'on ne pourrait pas rouler électrique sans voiture. C'est la palissade. Et c'est Cyril Moreau, en charge des ventes aux entreprises du groupe PSA, qui est là pour nous expliquer ce qui se prépare dans les usines. Alors j'ai envie de commencer, messieurs, par un rapide tour de table avec une question. La voiture électrique, ça vous inspire quoi? Quelles questions se posent comme ça, en un mot, très court, 1 minute chacun? Et est-ce que vous roulez électrique, François? Alors moi j'ai roulé en électrique alternativement. J'ai parlé tout à l'heure de vieille génération d'électrique. J'ai roulé avec une 106 électrique pendant très longtemps, avec tous les avantages et les inconvénients que ça avait. Mais j'avoue qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas pour l'instant. Ça va venir alors. Moi pour ma part, j'ai eu l'occasion de rouler dans les véhicules électriques, mais aujourd'hui je roule dans un véhicule plug-in hybride rechargeable, donc qui, comme le François le disait tout à l'heure, combine finalement la capacité de rouler en électrique au quotidien pour mes déplacements, pour aller au boulot par exemple, ou pour aller à des rendez-vous, et puis quand j'ai besoin de faire des grands trajets, quelque part de me sécuriser, puisqu'en effet, aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase-là de transition, même s'il existe des applications qui permettent d'optimiser le trajet, la recharge. Aujourd'hui, je roule en plug-in hybride rechargeable. Bon, et vous roulez bien? Et je suis très, très, très content de cette technologie. Alors moi de mon côté, Bertrand, j'ai encore un véhicule thermique, je dois l'avouer, qui arrive en fin de leasing, donc il doit être remplacé l'année prochaine. Le prochain véhicule sera certainement un hybride de mon côté. d'accord. Et vous, Hanno? Bon, en réalité, moi j'ai 3 voitures électriques. J'ai acheté ma première voiture électrique, c'est un Nissan Leaf 2015 avec la vieille batterie. Vous êtes vraiment un précurseur. À 100%. Je l'ai gardée encore pour mon fils qui va très bientôt passer son permis. À titre privé, j'ai une Kia e-Niro et ma société me donne une Tesla Model S pour rouler. Et en total, j'ai déjà roulé plus que 150 000 km en voiture électrique partout en Europe. Voilà. Ça va être intéressant que vous nous racontiez tout ça. Alors, on a fait un rapide tour de table pour parler un peu de manière amusante de ces voitures électriques. On reverdit beaucoup de choses en ce moment, la nourriture, la mode, on reverdit même les placements. Est-ce qu'on n'en ferait pas trop? Est-ce que le véhicule électrique, c'est une mode? Ça, on verra ça un petit peu plus tard avec vous, François. Mais on va commencer avec Bertrand, donc Bertrand de la Villéon, qui va nous expliquer pourquoi ce titre, le véhicule électrique, est-il si vertueux? C'est quelque chose qui ne va pas de soi, en fait, le côté vertueux de l'électrique? En fait, si on écoute le grand public, on s'imagine que c'est effectivement la solution. Et on a voulu questionner cette affirmation, finalement. Est-ce que le véhicule électrique est la solution pour répondre à 2 enjeux qui sont les enjeux principaux qui soulèvent un petit peu cette interrogation autour du véhicule thermique, qui sont la santé publique, notamment avec ces émissions de particules, et puis le réchauffement climatique, notamment engendré par les émissions de CO2. Donc quand on parle de caractère vertueux du véhicule électrique, on l'a limité à ces 2 questions qui est les émissions de CO2, et puis aussi également la consommation des ressources naturelles dites rares, puisque sur la construction des batteries, effectivement, ça sollicite. Vous avez dit des ressources naturelles dites rares. Dites rares, pardon. Celles qui sont effectivement à préserver sur la planète, et donc qui participent à la construction des batteries, notamment sur le véhicule électrique à batterie. Qu'est-ce qu'il y a dans une batterie? Alors dans une batterie, il y a plusieurs natures de composants, mais il y a des composants, on va dire, qui composent l'anode et la cathode, pour faire simple. Donc plutôt du lithium et du cobalt qui sont des matières rares pour composer la cathode, et du graphite
qui n'est pas une matière rare, mais qui a d'autres conséquences, notamment en émission de particules, pour constituer l'anode. Voilà, donc plus du nickel, bien sûr. Mais c'est ces composants-là qui sont principalement, sur lesquels on a creusé plus en détail les impacts sur un certain nombre de points. Et alors, comment mesurez-vous le caractère vertueux ? Quelle a été votre méthode ? Alors, on a pris en charge une approche assez holistique, de façon à ne pas oublier des angles morts donc, dans cette étude. Donc, c'est une étude assez technique, mais je dirais qu'il va fouiller dans les coins. Donc, faut s'y plonger dedans pour regarder effectivement vous dans le détail. Alors, on va essayer de remonter les éléments de synthèse, effectivement les messages principaux. Mais le caractère vertueux, il est effectivement sur sa chaîne de valeur, enfin sur la chaîne de vie complète du véhicule, de sa production jusqu'à son UA et sa fin de vie, son usage et fin de vie. Donc, ce qu'on appelle well to pump et pump to wheel, donc du puits de pétrole ou de l'émission d'énergie jusqu'à la partie pompe. Et puis de la pompe au véhicule. Donc l'ensemble du cycle de vie, de façon à regarder effectivement sur l'ensemble de ce cycle de vie, quels sont les impacts en termes d'émissions de CO2 et principalement. Le deuxième, c'est qu'on a regardé aussi ce marché sur le plan, cette question sur le plan géographique, en y associant des pays européens. Vous verrez que le mix énergétique par pays est important, donc on y a associé 3 typologies de pays, France, Allemagne et Norvège, qu'on citait tout à l'heure, qui a certaines particularités, l'Asie avec la Chine et les US sur la partie États-Unis. Donc cette approche a été assez holistique et on s'est appuyé en dernière... Ça veut dire quoi, holistique ? Holistique, c'est-à-dire global, en fait, qui s'attache à regarder un petit peu l'ensemble des points de vue et des questions qui se posent sur les 3 points que je vous ai cités. Et on s'est appuyé sur un modèle, on va dire, de référence, qui est le modèle GRIT du laboratoire Argonne aux US, qui est le laboratoire un peu leader en termes de transport et d'impact climatique. Et c'est ce modèle-là qu'on a utilisé pour, on va dire, projeter l'ensemble des trajectoires de consommation de CO2, notamment d'émissions de CO2. Donc merci. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est la raison pour laquelle on a à l'origine demandé à Eurogroupe de faire ce cahier avec nous. Il y a deux institutions respectables qui avaient l'année dernière, il y a 2 ans, expliqué que l'une, il fallait faire 8000 km avec un véhicule électrique pour compenser les émissions de CO2 d'un véhicule thermique, et l'autre, aussi respectable, qui disait qu'il fallait faire 180 000 km. Ah oui, ça fait un gap. Et donc, comme c'est des gens respectables, on s'est dit, il y en a forcément, ils n'ont pas tort ni l'un ni l'autre, probablement ils ne parlent pas de la même chose, et donc on va essayer de comprendre de quoi on parle. Et c'est exactement ça que Bertrand est en train d'expliquer. D'accord, donc vous avez compris à l'issue... Maintenant on a compris. Pourquoi c'était si différent. Alors, les principaux enseignements à retenir de ce travail, quels sont-ils ? Alors, il y en a 2 principaux. Le premier, c'est qu'en fait... on voit bien que dans l'ensemble du cycle de vie, la partie usage du véhicule constitue en fait la part prépondérante sur les émissions de CO2 par rapport à la production du véhicule. Aujourd'hui, on a fait des comparaisons sur plusieurs typologies de véhicules par marché, mais si je prends le marché français entre la Zoé et la Clio, qui sont deux véhicules comparables de chez Renault, mais qui est un thermique, l'autre électrique, on voit bien qu'en termes de production, et notamment parce que la batterie vient de Corée du Sud, le véhicule électrique... Dans les 2 cas ? Non, après c'est un véhicule thermique, donc il n'y a pas de batterie, il est fabriqué en France en partie. Mais en termes d'émissions de CO2 au moment de la production, le véhicule thermique est plus vertueux que le véhicule électrique, notamment parce que la batterie est importée de Corée du Sud. Donc ça, c'est le bilan, on va dire bilan carbone, bilan d'émissions de CO2 sur la partie production, mais qui représente de toute façon que 15% de l'ensemble des émissions de CO2 sur le cycle de vie. Et donc, on voit bien que la partie usage est prépondérante dans ces émissions de CO2. Et donc, le deuxième enseignement, c'est que la trace carbone, si vous voulez, le bilan des émissions de CO2 sur la partie usage dépend essentiellement d'un facteur qui est, je dirais, externe à l'automobile, qui est le mix énergétique des pays. Et donc, en fonction d'un mix énergétique très carboné ou décarboné, vous avez un bilan, en fait, d'émissions de CO2 qui est très, très différent entre si vous utilisez votre voiture en France ou si vous l'utilisez en Norvège. Voilà. Et donc ça vient, de la manière dont l'électricité qui est consommée est produite. Exactement, c'est ça ? Exactement. Et donc c'est ça qui influence terriblement les choses. Vous voyez que sur un pays dont le mix énergétique est très favorable en termes de production, on va dire décarbonée, comme la Norvège,
qu'à 80% sur de l'hydraulique. Et c'est ce qui explique probablement la propension du gouvernement norvégien à pousser ces véhicules électriques. C'est parce qu'effectivement, ils ont une production électrique, ils fabriquent du gaz, mais ils ont une production électrique locale en hydraulique qui est importante. Et donc, le mix énergétique est le plus favorable en Norvège par rapport aux émissions de CO2 du véhicule. Et à contrario, vous avez la Chine qui est à 70% en production mixte énergétique en charbon. Et donc, c'est une catastrophe en termes d'émissions de CO2 dans le bilan énergétique. Et aujourd'hui, vous avez un véhicule électrique qui n'est jamais, en fait, mieux positionné qu'un véhicule thermique en Chine. Aujourd'hui, c'est l'usage étant. Vous avez un avis différent J'ai un avis différent. Ouais. Ouais. Bon, aujourd'hui, vous pouvez en dire un mot là en réalité, je pense que cette étude a été très bien faite. Je dois vraiment féliciter les auteurs. Néanmoins, je fais plutôt référence, par exemple, à l'université de Eindhoven, le professeur Auke Hoekstra, qui a également fait... Ça se trouve où, l'université de Eindhoven? Eindhoven, en Hollande, dans les Pays-Bas. Il y a un professeur très connu qui s'appelle Auke Hoekstra, qui a fait également des analyses, comme par exemple le cabinet d'études Transport and Environment en Belgique. Et c'est même dans un pays très carbonisé comme la Pologne que la voiture électrique est gagnante. Et ça vient du fait... Pourtant, il y a beaucoup de centrales à charbon là-bas. La Pologne est en Europe parmi les pays les plus carbonisés qui existent en Europe. Je ne parle pas des autres pays extrêmes, mais c'est avant tout la Pologne. Et même là-bas, la voiture électrique est gagnante et ça vient de l'efficacité du moteur électrique. C'est ça, c'est ce qui fait gagner la voiture électrique. C'est-à-dire même dans un mix électrique relativement carbonisé, la voiture électrique devient gagnante parce qu'elle a pratiquement besoin juste une tiers d'énergie qu'une voiture thermique. D'accord. C'est ça le grand... Vous êtes convaincu? Ah, absolument. Alors, ceci dit, je suis aussi convaincu de l'avenir de véhicules électriques. Aujourd'hui, les mix énergétiques influencent énormément. Ils sont en train d'évoluer de toute façon. Oui, c'est vrai qu'il y a des grosses différences. Parce que même l'Allemagne, qui a un mix énergétique en charbon, en fait, pour remplacer le nucléaire, on voit bien qu'ils sont dans une transition sur les énergies renouvelables à plus de 40%. Donc, de toute façon, ce mix va évoluer aussi. Donc, le véhicule électrique a beaucoup d'avantages aujourd'hui, du moteur électrique, j'entends, beaucoup d'avantages par rapport aux autres usages. Pour faire la différence, mais j'irai au-delà de la Chine, un véhicule électrique, on va dire, est éco-bénéficiaire en Norvège autour de 10 000 km, autour de 15 à 20 000 en France. Au bout de 10 000 km, ça vaut le coup? Absolument. En termes d'émissions de CO2, ça vaut le coup de passer à l'électrique. D'accord. C'est autour de 15 000, 20 000 km en France, 35 000 en Allemagne, mais cette limite va baisser parce qu'effectivement, la transition au charbon n'est que provisoire, et puis un peu plus sur la Chine. Voilà. Et en France, vous avez dit, puisque là... En France, entre Zoé et Clio, on est autour de 15-20 000 km pour que le véhicule électrique soit vertueux. Donc on est proche, finalement, d'une année, en fait, d'une année d'usage, entre 1 et 2 années d'usage, pour que le véhicule électrique soit vertueux en termes d'émissions de CO2. Et ça s'explique par le mix énergétique en France qui est... En très grande partie, et effectivement, je rejoins la remarque qui vient d'être faite, qui est qu'effectivement, l'efficacité du moteur électrique est bien plus supérieure que le moteur thermique. Le moteur thermique, il est efficace en rendement autour de 35%. Le véhicule électrique, il est efficace autour de 95-97%. Oui, François, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je suis d'accord avec ce qu'il y a dit, mais ça ramène à un petit mot que j'ai dit en introduction, quand on parlait de propre, pas propre, ou vertueux, pas vertueux. De quoi parlons-nous là? On est bien clair que nous parlons d'émissions de CO2 et donc d'impact sur le réchauffement climatique. Il est exact qu'en France, l'électricité est nucléaire à peu près 70%, et donc en termes de CO2, elle ne concourt à aucune émission, et c'est ce qui fait ce comparatif favorable pour la France. Et par ailleurs, l'énergie nucléaire a d'autres inconvénients. Par exemple, elle produit des déchets que pour l'instant, on ne sait pas traiter autrement qu'en les enfouissant. Donc, quelque part, elle a un côté encore temporaire, parce qu'on ne peut pas enfouir des déchets éternellement. La poussière sous le tapis, quoi, voilà, on ne peut pas enfouir des déchets éternellement. Donc, ça va permettre d'attendre, mais ça n'est pas encore une situation... autrement que temporaire. Et puis, quand même, quelques risques. On a quelques exemples en tête. L'énergie nucléaire, quand elle commence à avoir des risques, c'est des risques qui sont assez importants. Mais en termes de CO2 et donc de réchauffement climatique, la France est très bien située.
Voilà. Alors, il y a d'autres effets. Hein. Vous parliez des pollutions. Donc, le bruit peut être aussi une pollution. Donc, ça, Pensez aux éoliennes. Dans les centres-villes, notamment les éoliennes, mais surtout les moteurs thermiques dans les centres-villes qui font du bruit, contrairement aux véhicules électriques qui en font un petit peu moins. Il y a encore la bande de roulement du pneumatique qui fait un peu de bruit, mais qui fait beaucoup moins de bruit. Et ça, dans les centres-villes, c'est une question importante. Sur le bruit, on a expérimenté au printemps dernier et la nuit en ce moment ce qu'est le bruit. Oui, le sans-bruit dans les le sans-bruit, métropoles. on est en train de redécouvrir ce que peut être une ville sans bruit. Ouais. Et effectivement, ça redonne une jauge. Et le dernier point, c'est l'impact environnemental, notamment sur les ressources naturelles, parce qu'aujourd'hui, les composants d'une batterie, qui soient lithium ou cobalt, sont produits dans des conditions, on va dire, qui portent atteinte potentiellement à l'environnement. Le lithium, parce que c'est des sols riches en saumure qu'il faut arroser d'eau, des quantités astronomiques d'eau, et c'est souvent dans les déserts, notamment au Chili, qu'on trouve ce type de production. Donc il y a des cargaisons de camions ou de trains remplis d'eau qui viennent arroser le désert, hein, donc c'est vraiment mettre de l'eau sur le sable. Et puis, d'un autre côté, le cobalt, pour d'autres raisons, qui est principalement produit en République démocratique du Congo, où là, le travail des enfants est quand même pointé du doigt aujourd'hui sur la production de cobalt. Alors, en fait, au Congo, il y a une extraction industrielle qui est assez bien réglementée et pour lesquelles on n'a pas trop d'état d'âme sur la façon dont, le respect de la vie humaine, on va dire. Et puis il y a une partie de l'extraction qui est une extraction artisanale, qui est donc hors de contrôle et sur laquelle déjà on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et comme on ne sait pas très bien ce qui se passe, on a raison de s'inquiéter un petit peu. Voilà. Alors nous on pense que ces chaînes d'approvisionnement ne sont pas totalement industrialisées, sécurisées et réglementées, qu'elles le seront à terme. Mais ça pose la question des composants de la batterie, en fait, hein, aujourd'hui, dans l'impact environnemental. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris en faisant cet ouvrage, des conclusions que vous n'attendiez pas ? Ce qui nous a surpris, c'est que la réponse n'est pas évidente à la question, qu'elle dépend d'un certain nombre de facteurs, que globalement, en tendance, la réponse est plutôt oui, mais qu'elle peut être localement ou en fonction d'un certain nombre de facteurs moins évidente en termes de réponse. Donc ça, c'est un élément d'appréciation. Le deuxième point, mais il est plus personnel, il est dans le leadership automobile, sur la construction automobile, que ça peut soulever. Hein. C'est-à-dire que le passage à l'électrique, 35% de la valeur est aujourd'hui dans la batterie en fait, du véhicule, et que ça peut poser des questions en termes de leadership automobile entre l'Europe, en tout cas les pays occidentaux, et la Chine. Ça, c'est une autre question économique qui peut se passer à terme. Il y a eu des prises de parole d'ailleurs assez claires, notamment de Carlos Tavares du groupe PSA, sur le fait qu'il fallait regarder aussi ce point en termes d'autonomie industrielle de façon attentive. Et quelles évolutions on peut attendre maintenant ? Donc, ce livre est sorti récemment. Est-ce que ça va vite ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées depuis ? Comment vous voyez la suite ? Tout l'intérêt de l'avoir fait aujourd'hui, il a été rappelé tout à l'heure en introduction. Les comportements d'achat sont en train d'évoluer, on voit bien. Et la crise sanitaire, je pense, a accéléré un certain nombre de prises de conscience et un passage en termes de comportement d'achat des véhicules. Septembre, c'est 6% d'immatriculation sur le véhicule électrique, ce qui est très important. Hein. On était plutôt de 2-3%. Et le véhicule hybride, c'est 17 à 18%. Donc on voit bien l'accélération en termes d'achat sur ce type de véhicule. Donc c'est le bon moment, en fait, cette prise de conscience. On voit bien aussi que la réglementation vient aussi se renforcer sur le sujet. Donc on parle aujourd'hui, discussion autour des taxes au poids, d'ailleurs, pour le véhicule électrique. Oui, on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais effectivement. Sur le véhicule électrique, c'est pas forcément non plus... Si c'est pas forcément un défaut d'avoir du poids, parce qu'on récupère l'énergie au freinage. Mais bon, c'est pas... Donc la réglementation se renforce, et on voit les collectivités qui prennent de plus en plus position sur l'accès au centre-ville, notamment dans ces municipalités, notamment après les élections municipales en France. Donc c'était le bon moment pour le faire, je pense. Et effectivement, alors si on se projette, pour les raisons qui étaient évoquées, le moteur électrique, il a plein d'intérêts, plein de bénéfices, en termes d'usage, en termes de couple, en termes de consommation, en termes de bruit. Il reste encore très cher sur le plan économique, et ça c'est une position aussi qui a été prise par les constructeurs. L'accès à ce type de véhicule par le mass market, c'est-à-dire les classes moyennes, reste problématique en termes de coût, parce que ça soit pour la location ou pour la détention des batteries, le rendement économique, c'est-à-dire le moment où on rembourse le surcoût d'achat, arrive à 140 000 en achetant les batteries et n'arrive jamais quand on les loue. Donc il y a encore cet impact économique important.
Mais la tendance est là, puisque l'optimisation des batteries va s'opérer avec des coûts de batterie qui vont être divisés par 2 d'ici 2030. Et donc ça va se démocratiser. Ça correspond aussi à l'ensemble des engagements de constructeurs d'électrifier une partie de leur gamme. Alors quand ils parlent d'électrification de la gamme, c'est souvent un véhicule dans chaque segment électrifié, mais avoir une solution électrique dans chaque segment de gamme. Et puis voir des constructeurs qui poussent à l'électrification de 100% de leur gamme, de 100% de leurs véhicules. Alors on verra tout à l'heure comment ça se Volvo. passe. Mais on voit bien que l'offre est en train d'évoluer, les comportements d'achat sont en train d'évoluer, et on va dire les technos sont en train aussi d'évoluer de façon favorable pour faciliter cette transition. D'accord. Merci Bertrand. Alors François, on l'a compris, vous croyez en l'électrique, vous ne pensez pas que c'est une mode, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même se poser la question? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode en ce moment qui pourrait retomber? Les belles courbes que vous nous avez montrées tout à l'heure, est-ce qu'elles vont vraiment aller vers le haut? Est-ce que c'est durable? Je crois que la réponse est définitivement oui. Toutes les raisons qu'on évoque vont dans ce sens. D'abord, les réserves fossiles, par définition, il a fallu plusieurs milliards d'années pour les faire, pour faire du pétrole, pour faire du charbon. Et donc, plus on consomme cette réserve, moins il y en a. Ça a l'air d'être une lapalissade, mais c'est le cas. Et donc, passer au déplacement de manière électrifiée, ça me paraît complètement irréversible. Il y a pas mal de choses qui vont changer et qui vont en plus aider ça. D'abord, en matière d'autonomie, on sait que, et ça a été très bien montré dans le baromètre qu'expliquait Guillaume tout à l'heure, l'autonomie reste, chez les gens qui n'ont pas encore conduit de véhicule électrique, une inquiétude. En matière d'autonomie, on voit que tous les 2-3 ans, les autonomies annoncées par les constructeurs augmentent, même si les modes de calcul ont changé, de WLTP précédemment NEDC, on voit bien que le nombre de kilomètres qu'on peut faire a augmenté. Alors on a vu que Anno nous a annoncé un nombre de kilomètres impressionnant, il nous dira s'y recharger tout le temps ou pas. Mais Anno il faut écouter Anno parce que oui, on va l'écouter. C'est un vrai utilisateur. Donc l'autonomie augmente et ce que nous savons, c'est que dans les cartons, il y a un certain nombre de technologies qui sont en train d'être mises en œuvre, qui permettent d'espérer encore des améliorations de cette autonomie. Ensuite, il y avait jusqu'à présent une offre qui était relativement modérée. En gros, il y a 3-4 ans, l'ensemble des véhicules électriques tenaient sur les doigts des 2 mains. Aujourd'hui, tous les constructeurs annoncent des plans produits en électrique rechargeable ou en électrique pure. Alors, quelquefois, ils annoncent des électrifiés, qui est une façon un petit peu entre deux d'annoncer qu'on va à l'électrique, mais une partie est en électrique pure et l'autre en électrique rechargeable. Mais pour les raisons que je dis tout à l'heure, même si c'est de l'électrique rechargeable, ça va dans le bon sens. Et donc l'offre aujourd'hui se multiplie et d'ici même pas une année, il y aura un véhicule électrique approprié à peu près à chaque usage et à chaque demande. Ensuite, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut attendre, c'est que les véhicules deviennent de plus en plus connectés, ça c'est une réalité. À l'avenir, cette connexion entre les véhicules, ça va permettre de faire un certain nombre de choses que l'on ne fait pas, pas jusqu'à présent. Par exemple, si un véhicule anticipe sur son trajet les différents reliefs qui sont dans la cartographie après avoir programmé sa destination, il peut contourner une côte au lieu de monter et de descendre. Il peut contourner des zones de bouchons ou au contraire passer sur des zones un peu plus fluides. Il peut optimiser son trajet et toutes ces informations qui vont être groupées dans le véhicule vont permettre de contribuer à améliorer cette autonomie. Et donc à terme, je pense que c'est pas seulement le véhicule électrique qui va changer, c'est l'ensemble de la façon dont on va l'utiliser. Mais là, il y a toujours un conducteur, on est d'accord, il a toutes les informations, mais... Oui. Alors, il y a toujours un conducteur. Il y a quelqu'un derrière le volant. Alors, le véhicule autonome, on en parle beaucoup, on en parle depuis très longtemps. Vous avez tous en tête la voiture de l'an 2000 avec la petite famille américaine qui jouait aux cartes. Je pense que le véhicule autonome viendra un jour, mais il va venir dans un premier temps dans des transports semi-publics, c'est-à-dire des navettes qui prendront des gens, peut-être avec des trajets un peu adaptés. Le véhicule grand public, votre patron le rappelle assez souvent, pour arriver à des niveaux ADAS 4 ou 5, ça représente aujourd'hui encore un coût très élevé et la suppression du conducteur, c'est probablement pas encore tout de suite à la portée du portefeuille de chacun. D'accord. Donc,
commençons par l'électrique. Voilà. Avec un conducteur. Alors, donc une tendance durable, vertueux. Vous pouvez refaire un petit point sur la différence en termes de CO2 et de pollution. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, d'un point de vue émission de CO2, le véhicule électrique est très favorable. C'est aussi le cas d'un point de vue émission de NOx, puisqu'il n'y a plus de NOx émis dans le véhicule. Alors, pardon, les NOx, oui. Beaucoup d'entre vous le savent, mais enfin... Ce sont des monoxydes et des dioxydes d'azote qui, eux, ne sont pas à effet de serre, mais qui sont des polluants purs, nocifs à la santé et un certain nombre de choses. Et puis, de particules fines, ce sont celles que nous respirons, donc ce sont celles qui ont fait porter l'anathème sur le diesel pendant un certain temps. Donc, il n'y a pas de particules fines émises par les moteurs thermiques, par les moteurs électriques du tout. Il y a quand même des particules fines émises par les véhicules électriques du fait du frottement des freins, du fait du frottement des pneumatiques. Donc sur les particules, on n'est pas dans un schéma qui est 100% pur. En revanche, pour le CO2, c'est sûr, à condition, et c'était tout l'objet de cette étude, d'avoir intégré toutes les émissions de CO2 qui ont été nécessaires à la production du véhicule, à la production de sa batterie. Et c'est exactement ce que nous avons voulu faire dans ce calcul, c'est-à-dire comparer l'intégralité du processus d'assemblage, de construction et d'utilisation du véhicule électrique par rapport à l'intégralité des émissions de CO2 d'un véhicule thermique. Et c'est ça qui amène à ces conclusions. Alors, la conclusion est clairement, c'est que le mix énergétique est déterminant. Pour caricaturer, un véhicule qui serait construit en Norvège, avec une batterie construite en Norvège et qui roule en Norvège, pratiquement dès 5000 km, son bilan en CO2 et lui est favorable par rapport à un véhicule thermique. Ça fait aucun doute. Mais ça existe, ça ou Alors, il se trouve que la Norvège ne construit pas de véhicule pour l'instant. Et c'est juste pour expliquer les choses, parce que entre les 8000 et 180 000 km dont je parlais tout à l'heure, qui ont conditionné cette étude, les plus intéressés, certainement, parcourront ce livre, mais ceux qui n'auront pas l'envie ni le temps de le parcourir dans le détail peuvent retenir ça. C'est-à-dire, schématiquement, un véhicule norvégien, tout norvégien, serait vertueux dès 5000 km. En revanche, le même, si sa batterie est construite en Chine avec l'électricité carbonée de la Chine, qu'elle roule en Chine et qu'elle est assemblée en Chine, là, il faut effectivement attendre 180 000 km pour compenser les émissions de CO2. Et la France, elle, est entre les deux, mais plus près de la Norvège que de la Chine. Alors la France est une électricité très peu carbonée, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Elle bénéficie d'un circuit hydraulique, elle bénéficie de l'énergie nucléaire. Elle bénéficierait aussi si elle avait investi dans l'énergie marémotrice. Donc nous avons un seul exemple en France, c'est l'usine de la Rance, qui par ailleurs a quelques inconvénients en matière d'environnement, mais l'énergie... Rien n'est parfait. Oui, mais surtout l'énergie marémotrice est la seule énergie renouvelable prévisible. Nous savons dire aujourd'hui, en 2046 à 14 heures, commencera la marée. Et donc, je pense qu'il y a une voie, beaucoup d'espoir qu'on exploite à terme. La France qui a un linéaire de côte très important, qu'on exploite cette ressource à terme. Il y a des pays pionniers en énergie marémotrice? Alors, il y en a trois principaux. La France, bien sûr, le Canada et la Corée. Alors, c'est d'une part parce qu'ils ont des belles marées, comme la France, et deuxièmement parce qu'ils ont investi dedans. Il y a également les hydroliennes qui utilisent des courants qui peuvent être conditionnés par les marées, mais c'est aussi un voie de recherche. Pour moi, l'hydrolienne est une variante, vous avez raison, une variante de la même chose. C'est des éoliennes sous l'eau, en fait. Au lieu d'avoir, pas dans l'eau, mais sous l'eau. Voilà. Et donc, il suffirait de faire un parc comme les parcs à huîtres, bien délimités, et enfouir les hydroliennes. Alors, on nous explique qu'il y a des sujets de corrosion, ce que je crois volontiers, puisque moi je ne suis pas ingénieur, donc j'écoute les ingénieurs. Mais il y a quand même 40 000 paquebots qui circulent, qui traversent le monde en permanence avec des hélices qui ressemblent. Et donc, je pense que si on investit, on doit pouvoir régler les problèmes de corrosion des hydroliennes. Mais ça existe déjà ou c'est de la science-fiction? La première vient d'être mise en œuvre au large de Brest, je crois. Donc oui, c'est une piste intéressante. La première a été expérimentale par EDF dans la baie de Paimpol. Voilà. Ah, c'est à Paimpol. La baie de Paimpol. Voilà. D'accord. Alors, nous avons fait un rapide résumé de cet ouvrage parce que je ne sais pas combien de pages à l'ouvrage, Bertrand. C'est 200 pages à lire
quand on a le moment, mais qui sont intéressantes. Alors, je peux juste préciser, Oui. volontairement le cahier est assez technique parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose qui soit simplement de la littérature qu'on lit. On voulait que ce soit documenté pour que les gens que ça intéresse trouvent là des vraies explications. Mais il y a une façon de faire une lecture rapide pour ceux que ça intéresse. À la fin de chaque chapitre, il y a marqué ce qu'il faut retenir. Et donc, on peut parcourir le cahier en une demi-heure et savoir l'essentiel. Et alors pour ceux qui, avant de le parcourir en une demi-heure, voudraient un digest de la demi-heure, c'est quoi les 3 points pour vous à retenir? Bertrand vous l'a les déjà 3 points, dit, c'est il faudra bien choisir le véhicule électrique que l'on achète. Si on a vraiment un objectif en matière de protection de l'environnement, il faut bien choisir. Ça veut dire il faut comprendre. Il y a des différences en fait. Il faut comprendre d'où vient la batterie, où il est assemblé. D'où vient la batterie, où il est assemblé. Et il faut l'utiliser dans des bonnes conditions. Particulièrement si c'est un véhicule thermique rechargeable. Évidemment, le thermique rechargeable, il emporte 2 sources d'énergie et 2 motorisations, donc par nature, il est plus lourd. Si donc on ne le recharge pas, on obtient l'effet exactement inverse de celui qu'on cherche. Si on veut tirer tout le profit du véhicule électrique rechargeable, il faut le charger le matin, le soir. Il faut veiller à garder la réserve d'électricité pour les parties qui sont urbaines et utiliser l'énergie thermique pour les parties qui sont à vitesse rapide. Et dans ces conditions, l'hybride rechargeable est intéressant. Il faut aussi que l'ensemble de l'écosystème que vous avez évoqué soit vigilant, notamment sur l'extraction des terres rares qui ne sont pas si rares, mais sur la façon dont elles sont rares. On a cité l'eau du lithium. Alors, tout le monde n'est pas toujours d'accord sur le traitement du lithium. Enfin, une partie, quand même, est vraie, indiscutablement. Certaines personnes disent qu'on s'émeut à tort sur le Congo, mais enfin, comme on ne sait pas exactement ce qui se passe, il y a sûrement une partie qui est vraie. Quoi qu'il en soit, et on verra peut-être ça tout à l'heure, les perspectives d'évolution de la technique, en partie, évinceront ces inquiétudes, notamment quand on va arriver sur des batteries métal-air, dont les premières études sont en cours, qui à la fois... Qu'est-ce que c'est les batteries métal-air? Alors, je ne vais pas vous embarrasser avec de la technique. Aujourd'hui, on a des batteries lithium-ion. Autrefois, on avait des batteries au plomb. Maintenant, on a des batteries lithium-ion. On pourrait arriver avec des batteries lithium-air ou métal-air. En gros, c'est une technologie chimique différente, mais qui ne présente pas ces inconvénients, ou beaucoup moins, sur les terres rares qu'on a évoquées, et qui, deuxièmement, permet d'augmenter significativement l'autonomie des véhicules. On envisage que 750 km d'autonomie avec une batterie dite solide, donc lithium-air, c'est quelque chose que nous verrons assez prochainement, disons dans les 10 ans, peut-être 5 ans. Le dernier point que je pourrais rajouter, parce qu'en fait, je ne l'ai pas évoqué, mais il peut être intéressant quand on regarde du point de vue des collectivités, c'est qu'en fait, le véhicule électrique par rapport au véhicule thermique, vous avez un déplacement de la pollution, enfin des émissions de CO2 des centres-villes vers des endroits où sont situées les centrales en fait, de production électrique. Et donc ça peut représenter potentiellement aussi un intérêt, je dirais, par rapport à certaines collectivités, là où il y a la concentration des émissions de CO2 dans les centres urbains. C'est pas pour plaire aux agriculteurs, ce que vous venez de dire. Alors ça oui, a d'autres inconvénients entre les urbains et les ruraux, mais ça déplace une partie de la pollution et ça peut être une réponse aussi, en tout cas à court terme, attendue par les collectivités et les centres-villes urbains. Merci Bertrand, merci François de cette présentation. Et donc l'ouvrage est là devant nous, avec des petits résumés pour pouvoir se faire une idée en une demi-heure des meilleures choses à retenir dedans. Alors, on se le disait, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Et on a la chance, donc, de vous avoir autour de cette table, Hanno. Donc, Hanno Klasmayer, le président de SAP Lab France. Vous roulez déjà électrique. Vous nous avez dit que vous avez parcouru la France, l'Europe, je ne sais jusqu'où, avec votre véhicule électrique. Donc, ce n'est pas un projet, c'est une réalité pour vous. Où vous en êtes? Comment ça se passe chez vous? Pratiquement, on a pratiquement électrifié toute notre flotte. Pratiquement, nous avons 400 employés en France.
et qui ont au total 280 véhicules de fonction. C'est-à-dire, c'est relativement simple pour obtenir un véhicule de fonction chez nous. Ça fait partie de notre package, si vous voulez. Et 90% de notre flotte est maintenant électrifiée à 100%. C'est-à-dire, je ne parle pas des hybrides, je parle seulement de ce qu'on appelle en anglais battery electric vehicle, c'est-à-dire des véhicules électriques purs. D'accord. Pas l'étape intermédiaire. Non, moi je suis un peu la vie, soit on mange du poisson ou de la viande, soit il faut l'un et l'autre. Voilà. Terre et mer, mais non. Voilà, mais les deux mélangés, c'était, à mon avis, les études qu'on a même fait à l'intérieur du groupe SAP montrent que malheureusement, la réalité, c'est-à-dire la consommation réelle des voitures hybrides, est beaucoup plus près aux voitures thermiques qu'aux voitures électriques. Ce sont les chiffres que nous, on a de notre siège social en Allemagne, où on a comparé 300 voitures thermiques avec 500 voitures hybrides rechargeables comparables. Et l'effet était quand même catastrophique. Nous, on a le contrôle parfait sur les cartes essence. Et la moindre de consommation était environ 15% de moins par rapport aux voitures thermiques. Mais alors, vous comptiez quoi là-dedans? Parce que c'est vrai qu'on peut... Non, mais nous avons comparé... Le coût? Non, pas le coût. La quantité de l'essence consommée d'une voiture hybride rechargeable avec une voiture thermique. D'accord. Et là-bas, la consommation de cette essence était juste 15% moins de la voiture hybride rechargeable comparée à une voiture thermique comparable. Ça vous étonne, ça, François? Alors, déjà, 15%, c'est pas si mal. Ça, c'est mon premier commentaire. Et le deuxième, ça rapproche de ce que je disais. Utiliser un véhicule hybride rechargeable, ça nécessite de savoir, il y a de la pédagogie, ça ne s'improvise pas. Et donc, si on l'utilise à contre-courant ou de la mauvaise manière, comme il y a deux réserves d'énergie et deux moteurs, finalement, on obtient l'effet inverse de celui qu'on cherche. Et vous pensez que c'est pour ça aussi que oui, c'est définitivement pour ça. On a même des analyses statistiques. Effectivement, on est à 3% qui ont effectivement joué le jeu, mais moi, je dois accepter une certaine réalité de l'humanité. Et les gens sont paresseux, c'est-à-dire ils n'ont pas envie. Alors, c'est-à-dire, on a même eu des cas, quand ils ont rendu leur voiture hybride rechargeable, le câble était encore dans la caisse principale de plastique. C'est-à-dire, ils n'ont jamais recharger leur voiture électrique. Vous en avez eu beaucoup des comme ça? Quand même pas mal. Je peux partager ces statistiques de l'Allemagne, excusez-moi bien, de 2017 avec vous, sans problème. Malheureusement, on en a beaucoup. Et pourtant, ça c'était pour des flottes en Allemagne ou Des flottes en Allemagne, voilà, c'est ça. Vous pouvez penser que les collaborateurs étaient assez disciplinés, non? Vous pensez que ça serait pire en France ou c'est pareil? Franchement, j'ai lu des études similaires provenant des Pays-Bas, les résultats sont plus ou moins les mêmes. Moi, je pense pas qu'il y a des différences entre Français, Italiens, Allemands. Au fin du compte, les gens cherchent le bien fait pour leur porte-monnaie et une certaine commodité. C'est ça, c'est qu'ils cherchent un peu plus ou moins partout. Et malheureusement, les hybrides rechargeables, moi, j'ai fait cette analyse à cette époque-là. C'est pour ça que je dis, je passe directement à l'étape accélérée, à la vitesse accélérée. J'accepte seulement des voitures électriques. Voilà, on peut voir... Alors, c'était quand, ça? Vous avez commencé, vous êtes parti quand? Oui, en réalité, nous avons commencé à prendre la décision d'installer un petit programme des voitures électriques. Et je dois avouer, quand j'ai pris la décision en 2014, c'était pour les mêmes raisons que François Pillot a parlé il y a quelques minutes. Il a dit, au début, c'était pour faire un peu du marketing, pour effectivement sortir le drapeau vert au début. Et au début, quand on a commencé avec 6 Renault Zoe et 3 bornes de recharge. À cette époque-là, j'étais seulement moyennement convaincu, je dois avouer ça. C'est pour ça, au début, pour faire un peu la pub, on a fait beaucoup de test drives, on a donné des voitures de substitution aux collaborateurs pour gagner un peu plus de participation. Mais ce qui m'a convaincu, c'était le scandale diesel de Volkswagen. Ça m'a vraiment fait un choc culturel énorme, je dois l'avouer, comme bon Allemand. Ouais. Et quand même, j'étais scandalisé, surtout parce que mon père, mon frère, etc., nous avons toujours eu des Volkswagen depuis très longtemps. C'est quand même un choc. Et
à cette époque-là, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup plus près, qu'est-ce qui s'est passé dans l'industrie automobile. J'ai commencé à investiguer sur le lithium, les cobalt, les terres rares, et toute la chaîne, les batteries, etc. J'ai commencé à investiguer. Et ma conclusion 2015, fin 2015, était la voiture thermique est morte. Et moi, je reste avec ça. La voiture thermique va mourir les prochaines années. Je suis convaincu de ça. C'est juste une question de temps. On peut discuter, c'est 2024, 2028, je ne sais pas. Mais elle est beaucoup plus près, la mort de la voiture thermique, que beaucoup de gens pensent. C'était ça, je suis convaincu. Bon, revenons sur notre programme. Donc 2015. 2015, on a obtenu les premières voitures électriques. C'était les Renault Zoe au début. 2016, j'ai freiné les diesels, c'est-à-dire j'ai utilisé les vieux méthodes des bâtons et la carotte. Effectivement, on a défini un éco-bonus interne SAP pour rendre plus accessibles les voitures électriques. Et avec une année d'avance, début 2018, on a dit, à partir du 1er janvier 2019, les collaborateurs peuvent commander des voitures électriques ou des voitures électriques. Voilà. D'accord, donc plus de thermique. Voilà, plus de thermique. On a complètement abandonné des voitures thermiques. Ce qu'on a fait, on a vraiment poussé les collaborateurs à prendre des voitures électriques avec une grosse batterie. Je sais qu'il y a une discussion avec les écologistes et l'ADEME sur la taille de la batterie. Moi, je suis un grand pourparleur pour plutôt avoir une grosse batterie, pour plusieurs raisons. Parce que comme ça, vous pouvez endiguer cette peur de l'autonomie, etc. D'ailleurs, également, une grosse batterie, normalement, se maintient beaucoup plus long qu'une petite batterie parce qu'on a besoin moins de cycles de recharge. Ce sont les cycles de recharge qui déterminent la longévité de la batterie. C'est ça. Ça vous donne ce qu'on appelle en anglais le peace of mind sur l'autoroute. Vous avez suffisamment d'autonomie, vous pouvez rouler. C'est ça. On a vraiment poussé les collaborateurs à aller... Peace of mind, on est tranquille, on ne doit pas se dire... Voilà, on ne doit pas se dire, on ne doit pas toujours regarder la batterie, les jauges de la batterie, et quand je dois recharger, avec des batteries 55, 65, 80, vous avez normalement sur l'autoroute, je ne parle pas des VLTP, des NEDC, mais avec une batterie de 60 kW, prenons une Kia Niro par exemple, sur l'autoroute, en roulant 120, 130, c'est-à-dire vitesse normale, je ne parle pas d'une vitesse derrière un camion à 90 km, non, bien protégé du vent, non, je parle d'une vitesse normale, on roule avec le fleuve des autres voitures, vous pouvez faire facilement 350, voire 400 km, ça c'est tout à fait possible. Moi je le fais moi-même. Mais alors avec quel modèle, quelle voiture? Par exemple, je venais de parler de la Kia e-Niro avec une batterie de 64 kWh, je suis allé jusqu'à les Pays-Bas du Nord, aux mer du Nord, l'année dernière. C'est quand même quelques kilomètres. Par exemple, Nice, Marseille, vous pouvez faire ça avec une Kia Niro sans recharger, aller-retour. Ce sont quand même 360, 70 kilomètres, quand même, c'est pas peu. Donc en fait, toute votre flotte est composée de véhicules avec de grosses batteries? La majorité. On a évidemment une histoire, parce qu'au début, on a commencé avec des Renault Zoe, des Nissan Leaf, etc., qui avaient plutôt des petites batteries, mais ce qu'on fait de plus en plus, on remplace les véhicules électriques première génération ou deuxième génération, 2016, parce que la Renault Zoe est allée avec 40 kW, c'est un peu le modèle intermédiaire, on le remplace avec des modèles qui ont une batterie plus significante. C'est ça. D'accord. Mais alors, ça coûte combien tout ça? Parce que c'est des voitures, j'imagine, chères, il y a un coût d'usage important. Enfin, bon, j'imagine que vous avez fait vos comptes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coût et de évidemment, quand nous avons mis en place ce programme, on l'a fait au début pour des raisons, si vous voulez, pour des raisons d'engagement écologique. Mais ça ne veut pas dire, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est mon obligation de regarder les coûts, évidemment. Et c'est ça qu'on a fait. Qu'est-ce qui a coûté? Où est-ce qu'on a investi? On a effectivement investi dans une infrastructure de recharge. Ça c'est clair. Ça nous a coûté de l'argent, effectivement. Mais
si on compare, je viens de voir la slide, si on va voir ici, par exemple, on a également fait des analyses économiques. Et analyse économique, ça veut dire TCO, Total Cost of Ownership. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu Bien sûr. Comment vous avez fait vos calculs? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on a fait des analyses, Total Cost of Ownership, c'est-à-dire pas juste le prix d'achat. On a également pris en compte, ici, on a par exemple comparé quatre voitures, la Tesla Model 3 Long Range avec la Audi A4. Et on a également comparé une Nissan Qashqai, qui était une voiture extrêmement populaire chez nous, chez la population SAP Labs, avec une Kia e-Niro. Et dans les deux cas, on a assumé 4 ans de leasing, parce que nous, on a du leasing. On a assumé 4 ans de leasing et on a assumé un certain kilométrage, ça c'est marqué là-bas. On a même assumé, je le vois là-bas, 20 000 kilomètres par an. C'est quand même significatif. La majorité chez nous roule plus d'ailleurs. Mais on a assumé ça. On a pris en compte la partie TVTS qui est 0 pour les voitures électriques. On a également pris en compte, c'était également très, très intéressant pour nous, l'amortissement différé de la batterie qui était quand même très favorable du point de vue impôt sur la société. Et on a pris en compte le bonus écologique. Et avec tous ces chiffres-là, ça sont les chiffres de l'année dernière, on a également les chiffres de 2020, mais plus ou moins ils vont dans le même sens. On a vu qu'au total, SAP, ça nous coûte moins cher une voiture électrique qu'une voiture thermique. Oui, ce qui est l'inverse de ce que beaucoup pensent avant de se lancer. Mais ça vient beaucoup du fait que beaucoup de gens regardent juste le prix d'achat. Ils voient beaucoup moins qu'est-ce que coûte la maintenance. Souvent, la maintenance d'une voiture électrique, c'est beaucoup moins. Parce qu'en réalité, un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique. Un moteur thermique, c'est ultra compliqué aujourd'hui. On a beaucoup plus de pièces que dans un moteur électrique. C'est-à-dire la maintenance est beaucoup moindre avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique. Pour aller dans le sens de ce que dit Arnaud, l'Observatoire publie chaque année depuis des années le TCO-scope. Donc on compare année après année un certain nombre de critères et on voit clairement aujourd'hui que les véhicules électriques, notamment parce que les valeurs résiduelles remontent, mais pas seulement parce que la fiscalité est favorable et pour tous les arguments que vient de dire Arnaud Klausmeier, le véhicule électrique est de plus en plus compétitif en termes de TCO. Et c'est tout à fait exact, il faut aller vraiment chercher le coût annuel fini et ne pas rester sur le prix d'attaque du prix d'annonce. Et vos collaborateurs, comment ils vivent tout ça? C'est une très bonne question. Je vais aller de nouveau dans l'histoire. Évidemment, tout au début, la majorité des collaborateurs étaient enthousiasmés. C'est bien que SAP Labs fait la démarche green, etc. Et tout le monde était content tant que tout était volontaire. Évidemment. C'est-à-dire tant qu'on avait le choix. Voilà, tant que les gens ont le choix, c'est-à-dire, bon, moi c'est bien qu'Arnaud parle de ses voitures électriques, mais je vais continuer à commander ma voiture thermique, je m'en fous du reste. Il y avait quand même effectivement, je dois avouer que l'année 2018, c'était une année où moi j'aime bien la voile, moi j'ai aussi une voilier. Là-bas, j'ai vraiment senti le vent en face de moi. Ah oui, vous étiez moins populaire en 2018. J'étais beaucoup moins populaire. J'ai dû faire face à pas mal de résistances des employés, le comité d'entreprise, les syndicats, voilà. Même mon siège social m'a dit « Arnaud, tu es sûr que tu veux aller là-bas ?» Mais j'ai quand même maintenu le cap. 2019 était déjà beaucoup plus facile et maintenant, je suis convaincu que 90% de ma population des employés sont convaincus. C'est combien d'employés 400 employés. D'ailleurs, récemment, il y avait 4 personnes qui se sont présentées dans mon bureau. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Ils se sont presque excusés auprès de moi. Ils m'ont dit « Arnaud, on était contre toi, contre ton programme des voitures électriques. Mais on avoue que tu as eu raison, nous sommes super contents avec nos voitures, etc. Je pense qu'un avait une Hyundai Kona, l'autre une Kia Niro, l'autre avec une Tesla Model 3, ils étaient super contents. Oui, effectivement, ça marche, on ne pensait pas, mais on voulait te remercier que tu as maintenu le cap. Évidemment, ça m'a fait plaisir et de temps en temps, ça montre que de temps en temps, il faut également prendre des décisions qui ne sont peut-être pas populaires. C'est quand on est à la charge de quelque chose, peu importe, une organisation, une entreprise, même politique. De temps en temps, il faut prendre des décisions qui ne sont peut-être pas, au début, majoritaires. Mais
qui, à mon avis, ce sont les bons. Il faut avoir ses convictions. Merci pour ce témoignage et ce vécu. Ouais. Alors, on le disait, ce tour de table, cette table ronde n'aurait pas lieu d'être sans un constructeur. Alors, on en a un autour de la table. Cyril Moreau, qui est en charge des ventes aux entreprises du groupe PSA, va nous expliquer comment ça se passe. Alors, où en est PSA? Comment allez-vous développer l'électrification, Cyril? Aujourd'hui, l'électrification, c'est au cœur de la stratégie du groupe, bien évidemment. On a déjà 31% de nos gammes qui sont disponibles dans des versions qu'on appelle LEV, donc soit BEV, donc pure électrique, soit PHEV, donc plug-in hybride rechargeable. On a vraiment lancé notre offensive fin 2019 avec DS3 Crossback e-Tense, i208, Corsa i. Chaque gamme et chaque marque a aujourd'hui un véhicule électrique dans sa gamme. Là, on lance notre segment C IC4, donc la nouvelle C4 en version full électrique, 350 km d'autonomie en WLTP, donc ce qui correspond à quand même une très grande majorité d'usages, puisqu'on parlait du frein de l'autonomie tout à l'heure, mais quand on analyse les comportements de roulage des utilisateurs, ce qui est la clé pour réussir sa transition énergétique, c'est de partir de l'utilisateur et de regarder comment il roule. Et alors, les chiffres, c'est quoi? Il roule comment? Aujourd'hui, ça dépend. Alors déjà, si on parle d'un client professionnel ou particulier, qui a un usage professionnel ou qui a un usage particulier, mais il y a quand même majoritairement aujourd'hui des personnes qui utilisent leur véhicule pour leur déplacement quotidien et pour lequel l'autonomie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire clairement sur nous, ce qu'on appelle nos plateformes ICMP, où on a en fonction des véhicules une autonomie WLTP entre 320 et 350 km. Aujourd'hui, ça correspond quand même à un usage majoritaire. Ensuite, on a aussi nos gammes plug-in hybrides rechargeables qu'on a lancées au même moment, donc avec 508, 3008, DS7 Crossback et Grandland X. Ça a été lancé quand? Pareil, on a eu l'offensive sur la fin 2019 et là on vient de lancer le C5 Aircross en plug-in hybride rechargeable également. Il faut voir par exemple un DS7 Crossback e-Tense, donc le plug-in hybride rechargeable, ça représente un tiers aujourd'hui des ventes de DS7 Crossback et même 50% sur le B2B. Donc on a une vraie adhésion. Après, comme tout le monde le disait tout à l'heure, le plug-in hybride, aujourd'hui, ça fonctionne et ça a une efficacité si vous rechargez. Et ça, c'est important aussi. Il y a un vrai si on laisse le câble exactement. dans son emballage, il y a ça ne toute donne une rien de partie bon. sur l'électrification d'un point de vue utilisateur qui est clé, c'est l'accompagnement. Et surtout sur le B2B, parce que le B2C, le client particulier, il choisit sa voiture, donc quelque part, il a conscience de ce qu'il doit faire pour que ce soit à la fin se dit que s'il l'a acheté, il va quand quand c'est même une se voiture de servir. fonction, quand on impose quelque part à un collaborateur de rouler dans tel ou tel véhicule, si on n'accompagne pas derrière, en effet, il peut y avoir une dérive des coûts. Donc c'est vraiment important d'accompagner, de bien regarder avec le collaborateur. Ça veut dire regarder justement à la base, en amont, quel est le roulage du collaborateur pour choisir aussi la bonne énergie. Et puis, il y a aussi encore des collaborateurs aujourd'hui qui font 50 000 km par an pour lequel une énergie fossile avec des motorisations thermiques efficientes, ce qu'on propose chez PSA, peut être encore aujourd'hui, dans le contexte actuel, le meilleur TCO pour l'entreprise, notamment diesel. Donc il faut regarder l'ensemble. Aujourd'hui, on accompagne donc nos clients en leur proposant toutes les énergies. Ils choisissent le véhicule qu'ils souhaitent. Clairement, aujourd'hui, vous choisissez une 208 parce que vous aimez la 208, et puis ensuite, vous choisissez un moteur électrique ou un moteur essence ou un moteur diesel. Et on propose, à partir de cette fin d'année, une gamme véhicules utilitaires aussi, électrifiée. On lance ce qu'on appelle notre gamme K0, c'est-à-dire l'Expert, le Jumpy et le Vivaro, avec donc des motorisations pures électriques, avec 2 autonomies de batterie, 200 km, 300 km, en fonction justement de l'usage aussi des entreprises clientes. Il y a une spécificité dans la manière dont se fait l'électrification dans le groupe?
une spécificité, oui, aujourd'hui, justement, on a fait le choix au départ, justement, par agilité, pour pouvoir s'adapter aux demandes des clients, d'avoir des plateformes multi-énergie, donc clairement, qui nous permettaient d'avoir un véhicule avec toutes les énergies possibles. Donc, quand je vous disais 208 électrique, essence ou diesel, ou la plateforme qui sert donc à nos SUV donc sur 3008 que vous pouvez choisir pareil en essence, en diesel ou en plug-in hybride rechargeable, pour que justement nos véhicules choisissent l'ADN de nos marques et ce qui font nos produits, et ensuite, en fonction de leurs usages, choisissent l'énergie qui leur correspond. François, la démarche de PSA, ce que nous explique Cyril, vous en pensez quoi? Je pense que derrière ça, il y a un sujet qui correspond à une préoccupation de toutes les entreprises aujourd'hui. La transition énergétique, tout le monde en parle, mais en fait, ça consiste en quoi? Depuis le 1er janvier 2018, si je ne me trompe pas, la loi en France oblige autrefois les entreprises de plus de 100 salariés, mais en fait la LOM l'a descendu à 50 salariés, à faire un plan de mobilité. Qu'importe ce que la loi oblige, je pense que ce plan de mobilité, toutes les entreprises devraient le faire. Et vous allez voir pourquoi je dis ça par rapport à votre intervention. En gros, le plan de mobilité, ça consiste à mettre autour de la table des représentants des différents départements de l'entreprise, bien sûr les gens de la RH, de la finance, mais aussi du commerce, de la production, etc. De passer en revue tous les déplacements qui sont faits dans l'entreprise, probablement d'en éliminer un certain nombre qu'on faisait parce qu'on a toujours fait ça. Donc le cadre qui va dans l'usine 2 fois par semaine ou 2 fois par mois depuis toujours parce qu'il a toujours fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, un téléphone, une organisation différente, une vidéo, ça suffirait pas? Bon, peut-être pas. Peut-être qu'il faut qu'il continue à y aller ou peut-être qu'il faut qu'il arrête d'y aller. Faire une sorte d'audit, en fait. C'est exactement ça. On se focalise, mais avec toute l'entreprise, pour réfléchir véritablement sur les déplacements dans l'entreprise. À l'issue de ce travail, on va qualifier les différents trajets. Donc ceux qui sont devenus inutiles, on les a supprimés, et ceux qui restent nécessaires, on va les qualifier. Et selon la nature de ces trajets, certains vont être immédiatement éligibles à de l'électrique. Le commercial qui a un département à faire, qui tourne en gros dans un département qui fait une 50aine de kilomètres, il devrait être à l'électrique depuis toujours. Le petit véhicule qui fait le tour des sites de l'entreprise pour faire le courrier intérieur et les parapheurs, il devrait définitivement être électrique depuis toujours. En revanche, certains commerciaux qui font, chez les Loirs, on en connaît, 80, 100 000 km par an, ceux-là, pour l'instant, je pense qu'ils sont encore éligibles à un véhicule diesel, le temps que la technologie évolue. Et donc, faire ce plan de mobilité, c'est définir exactement qui est éligible à quoi. Ceux qui sont capables d'utiliser proprement un hybride rechargeable et qui sauront chercher où est le câble et qui le déballeront de leur paquet anneau, ceux-là, il faut peut-être leur mettre un hybride rechargeable, les autres pas. Et donc, faire une carte policy qui est organisée en fonction des véritables trajets. Et ça, je pense que maintenant, nos constructeurs, PSA qui est représenté aujourd'hui, mais en fait, tous les constructeurs sont capables d'offrir une panoplie élargie pour chacun des usages. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est important d'écouter le client et l'utilisateur final, et c'est à partir de ça que nous, on a défini notre plan d'électrification. Et puis, on va aussi sur de nouveaux territoires. Quand on parle, par exemple, d'Ami, qu'on vient lancer, qui n'est pas une voiture, qui est un objet de mobilité urbaine. C'est un objet, voilà. Qu'est-ce que c'est, alors ? Ami, c'est l'objet de mobilité urbaine Citroën qui a 75 km d'autonomie, qui est fait pour aller en ville et qui vaut, j'avais bonus déduit 6 000 €, et avec une formule à 19,99 € par mois. Donc c'est le prix d'un. C'est moins cher qu'un pass Navigo. Et aujourd'hui, on en a vendu 2000 depuis le lancement. Donc 80% de clients qui sont nouveaux pour la marque Citroën. Ça aussi, c'est intéressant. C'est aussi d'aller... chez Darty à la FNAC. Notamment accessible en ligne et aussi par un parcours client tout à fait via la FNAC et Darty. Et alors, de manière générale, comment les clients accueillent les nouvelles motorisations ? Comment ça vous fait
réfléchir, on a évoluer. un très bon accueil des clients, d'ailleurs B2B comme B2C. Sur le premier semestre, on avait 6% qui était un semestre bien particulier cette année. On avait 6% des ventes qui se sont faites en LIV, et donc là, on est sur la trajectoire. On a fait le choix donc, de nos plateformes multi-énergie. Et ce qui est important aussi derrière ça, regardez qu'à horizon de 2025, on proposera 100% des véhicules avec une motorisation soit pure électrique, soit plug-in hybride. Il ne faut pas oublier que la mission du groupe, c'est d'offrir aux clients une mobilité sûre, propre et abordable. C'est un sujet qui est très important, et c'est dans ce sens-là où on teste aussi des choses par rapport à AMI, parce que comme on le disait tout à l'heure, même si on a un TCO, donc un Total Cost of Ownership, in fine, qui peut être plus favorable, notamment pour les entreprises que pour l'électrique, on peut avoir un frein. Bien expliqué. On peut avoir un frein même psychologique par rapport à l'achat et au prix upfront, notamment quand il y aura moins de bonus, puisqu'aujourd'hui on a un accompagnement quand même avec différents bonus. On parlait des particuliers tout à l'heure en introduction, François. Aujourd'hui, voilà, sans cet accompagnement, évidemment, le prix d'achat d'un électrique est plus cher qu'un thermique. Et alors pour le groupe en lui-même, comment toute cette politique va vous permettre d'atteindre vos propres normes ? Par rapport aux objectifs café, vous voulez parler, on est évidemment, enfin c'est pas un secret, puis c'était dans la presse je pense ces derniers jours, là, on est dans les constructeurs qui sont les mieux placés par rapport à ça, et on est évidemment en trajectoire pour réaliser nos objectifs café à horizon 2020. Après, c'est le fruit évidemment de ces gammes BEV, PHEV, donc pure électrique et plug-in hybride, mais également aussi d'une efficience dans les gammes thermiques, puisqu'aujourd'hui, on vend quand même une majorité encore de véhicules thermiques dans nos gammes et qui, en termes d'émissions de CO2, sont hyper efficients. Et alors le coût pour l'utilisateur, puisque ceux qui nous écoutent se posent sûrement la question, il va baisser, vous pensez, au fil du temps, il va évoluer comment? On en est là, on est encore un peu au démarrage. Aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, quand on parle du coût, on parle du TCO. Et donc c'est important de regarder l'ensemble des coûts associés à un véhicule thermique ou électrique. Et c'est différent pour un client entreprise, qui est l'aspect fiscalité, ou particulier. Alors si on parle des clients entreprises évidemment, en termes de fiscalité, aujourd'hui, on parlait de la TVS, on parlait des amortissements non déductibles en France, etc. Il y a tout un tas de mesures qui rendent évidemment le TCO de l'électrique plus compétitif que celui d'un thermique sur des versions équivalentes. Après, il y a évidemment la consommation, et le coût de l'électricité d'un pays à l'autre est différent par rapport à la nature, quelque part, de la production électrique, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le coût de l'entretien, qui est non neutre. Et puis il y a un sujet qui est quand même majeur sur lequel, alors nous, chez PSA, on travaille dessus depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, qui est quand même le pilotage de la performance sur la valeur résiduelle. François, vous en parliez tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est un travail en amont, parce que la valeur résiduelle, c'est la résultante quand même de tout un tas d'actions, que ce soit sur la qualité des véhicules, pour garantir en fait un prix véhicule d'occasion à la fin, à particulier du véhicule, qui soit le plus élevé possible, pour que la dépréciation entre le prix du neuf et le prix du véhicule d'occasion, pour l'utilisateur final, soit la plus faible possible. Et là, on a un vrai travail aussi en termes de pilotage de nos pricing, des canaux qu'on utilise, parce qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas mettre sur le marché plus de voitures que ce que le marché du véhicule d'occasion, à la fin, va être en capacité d'absorber. Et c'est cette alchimie qui est fine, et qui, quelque part, se pilote, et aujourd'hui qu'on réussit à faire. Et je pense que ce qui est important par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a une appétence pour nos modèles électriques et plug-in hybrides, qui soit B2B ou B2C. Et à la fin, pour ce sujet aussi de mobilité abordable, si le client particulier a une appétence pour nos produits, évidemment, le prix du véhicule d'occasion futur va se tenir, ce qui est vertueux pour le TCO de ces véhicules. Merci. François, oui, qu'est-ce que... Non, il y a juste un sujet que nous avons tous en tête. Effectivement, les valeurs résiduelles vont monter, les véhicules électriques ont des TCO qui baissent. L'électricité, aujourd'hui, il y a le prix dont le montant a été calculé pour faire ces calculs de TCO, est à un prix stable. Il faut avoir en tête quand même que
La TICPE, qui est donc la taxe sur les carburants, rapporte à l'État 68 milliards par an à ce jour. Pardon. Imaginons que d'un coup de baguette magique, on supprime tous les véhicules thermiques et que donc toutes les pompes à essence arrêtent de collecter les 68 milliards d'euros du budget de l'État. Il faudra bien retrouver, c'est dans l'économie, dans la comptabilité publique, rien ne se perd, rien ne se trouve, tout se transforme. Et donc, il faudra bien retrouver ces 68 milliards. Et donc, peut-être qu'une partie se retrouvera dans le coût de l'électricité. Et donc, à terme, il faut qu'on soit vigilant là-dessus pour qu'on maintienne l'électricité à un niveau compatible avec un TCO compatible. C'est un message pour... c'est un bon entendeur. Pour EDF et pour l'État. D'accord. Merci, messieurs. Alors, on est arrivé au terme de notre deuxième moment. Cette conférence est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur le site de l'Arval Mobility Observatory en fin de semaine, je pense. François, avant que vous fassiez votre conclusion de cette matinée, nous allons prendre maintenant les questions de nos auditeurs. Il nous reste 20 minutes à peu près pour ça. Donc, allons-y pour les questions.